Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et à l'occasion des 100 ans du communisme, André Berkov reçoit deux invités prestigieux aujourd'hui. Thierry Volton, qui est essayiste, auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés pour la majeure partie aux divers aspects du communisme et surtout, je cite son œuvre, Une histoire mondiale du communisme chez Grasset, qui est en 3 tomes, fruit quand même de plus de 10 années de travail et qui complète plus d'un demi-siècle de connaissances sur le sujet. Et puis notre autre invité, Guillaume Kouachi, agrégé docteur en histoire, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, membre du Parti communiste et qui a coécrit ce livre 100 ans de Parti communiste français. C'est un ouvrage collectif donc au Cherche Midi. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire, mais auparavant, écoutons ce chant qui a réuni absolument tout le monde. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'international sera le genre humain. Sera le genre humain, a été et sera. Et effectivement, nous allons prendre un peu de temps parce que ça a été, cette année, les 100 ans du Parti communiste français. Bien sûr, la révolution d'octobre, c'est 1917. Et il s'est passé en ces 103 ans tellement de choses avec cette extraordinaire, il faut le dire, ou utopie, ou croyance, ou idéologie, appelons-le comme on veut, qui a réuni quand même, non seulement en France, mais partout dans le monde entier, et qui continue d'ailleurs. De quoi le communisme est-il le nom? Pour certains, c'est un farouche espoir, c'est encore un espoir. Pour les autres, ça a été un cauchemar, ça a été une expérience ratée, ça a été terrible, et il y a eu des millions et des millions de morts. Et à chaque fois, on se dit quand quelque chose comme ça, comme des religions ou des idéologies ou des... Et en revanche, le communisme est incontestablement l'idée, l'idéologie, le mouvement qui a réuni, en tout cas pour le XXe siècle, un mouvement politique comme on n'avait jamais vu dans l'histoire. Et donc, effectivement, on se pose des questions. Et je suis très heureux de recevoir Thierry Volton. Thierry Volton a fait un livre en 3 tomes, tout à fait passionnant, parce qu'il a passé, comme disait Clémence, 10 ans de sa vie, mais surtout, c'est un livre bourré d'informations, qui est un livre qui est résultat d'un travail énorme, et donc on va en parler avec lui. Et puis, on a effectivement Monsieur Kouachi, Monsieur Kouachi, un livre aussi très bien fait, je dois dire. Alors là, sur le Parti communiste français, c'est sur la France, les 100 ans du Parti communiste, donc créé au Congrès de Tours en 1920. Et là aussi, c'est très très intéressant de voir ce qui se disait à l'époque. Et puis cette espèce d'espoir. Et puis évidemment, ça évoque le Front populaire, bien sûr. Et puis la guerre, les guerres coloniales et tout ce qui s'est passé. On va en parler. Et effectivement, c'est quelque chose de... On pourra parler pendant des heures, ça mériterait des heures de discussion, mais auparavant, je voudrais demander à chacun... Alors, Thierry Volton, pour vous, si on avait à dire le communisme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une question vaste. Vaste programme, je sais. Donc je vais être près du micro. Très court. D'abord, c'est un formidable espoir, vous l'avez dit, et c'est vrai, pour une raison simple, c'est que ça repose sur des tropismes humains qui nous parlent tous, l'égalité, les derniers seront les premiers, la revanche des dominés. Ça. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est aussi une des raisons pour laquelle le communisme a eu du succès, c'est parce qu'il a mis ses pas dans les pas de mon père. Dans les pas du père, si on peut dire, voilà. Hein, donc, et puis les pauvres iront jusqu'à gouverner le gouvernement, jusqu'à gouverner le pays, puisque Lénine disait que la cuisinière gouvernerait l'État. Bon, bref, c'est un ensemble, si vous voulez, c'est quelque chose qui parle aux gens, incontestablement. Bon, ça, c'est une raison pour laquelle, évidemment, cette idéologie a capté énormément de gens, et qu'elle continue d'ailleurs à capter certains, pas tous, mais en tout cas certains. Bon, maintenant, face à cette idéologie, il y a une réalité. Et moi, c'est la réalité qui m'intéresse. Parce qu'une idéologie, c'est bien, mais vous savez, quand on juge les religions, on juge en général ce qu'ils disent, et puis on voit ce qu'ils font. Hein, on le voit dans le cas de l'islamisme, par exemple. Hein, bon, donc il y a l'idéologie et il y a la réalité. En ce qui concerne la réalité, que j'ai analysée longuement, et en plus que j'ai vécu dans le sens où j'ai franchi le rideau de fer plusieurs fois, j'ai fait des reportages là-bas, etc. Donc c'est un terrain que je connais, disons. En ce qui concerne la réalité, il est incontestable que le communisme n'est pas non seulement un échec,
Parce qu'on pourrait dire, après tout, si on faisait aujourd'hui autre chose, avec la même idéologie, on arriverait peut-être à quelque chose de meilleur. Je ne le crois pas. Je pense que l'échec est compris dans l'idéologie, mais ça, on va sans doute en discuter plus tard. Oui. Donc, c'est pour moi un cauchemar, honnêtement, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu. J'en suis intimement convaincu. J'ai tellement travaillé sur ce sujet-là. J'ai tellement rencontré de gens qui ont vécu le communisme, et j'en rencontre encore aujourd'hui, puisque je vais souvent dans les pays ex-socialistes, parce que mon livre est en vente, je fais des conférences, etc. Donc voilà, ce sont deux réalités dont il faut tenir compte. Une idéologie qui capte les gens, incontestablement, et une réalité, malheureusement, épouvantable. Alors, Guillaume Roubaud-Kouachi, vous avez été un des auteurs, effectivement, des 100 ans du Parti communiste français. Alors, pour vous, vous êtes membre du Parti communiste, pour vous, le communisme, c'est quoi aujourd'hui? Et tenant compte de ce qu'a dit effectivement Thierry Volton, espoir, cauchemar, espoir, bien sûr, pour vous, expliquez-nous. Peut-être que si on veut partir sur la question de départ, donc qu'est-ce que c'est? Bon, évidemment, le communisme, c'est un projet qui existe depuis longtemps, qui a même été une aspiration qu'on retrouve depuis longtemps, mais on peut peut-être se référer à Marx, et en l'occurrence dans le Capital, il dit, qu'est-ce que c'est que le communisme? La société communiste, c'est une société supérieure dont le principe fondamental est le libre et plein développement de chacun. C'est ça le principe central du communisme. Bon, donc ça me paraît aujourd'hui quelque chose, moi, vrai, que si vous m'interrogez comme membre du Parti communiste, évidemment ça me parle. Mais maintenant, si je reprends ma casquette d'historien et que je regarde le Parti communiste français, puisqu'effectivement, si on rentre dans des histoires mondiales, ça devient évidemment difficile de tenir tous les bouts. Mais le Parti communiste français, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, du point de vue du projet, c'est vrai, une fidélité à cette ambition qui était partagée par d'autres. Après, tous les socialistes avant-guerre, à l'époque de Jaurès, étaient pour une mise en commun, si vous voulez, du point de vue des moyens de production. Donc c'est un projet. Mais simplement, les socialistes aujourd'hui ne sont plus sur cette longueur d'onde-là, et les communistes, pendant son temps, sont restés sur cette ambition-là. Ça, c'est l'objectif politique. Et après, au plan social, ce qui me paraît intéressant, c'est que le Parti communiste français, il a permis l'entrée en politique, et y compris jusqu'au premier plan, de personnalités issues des milieux populaires. Et ça, c'est vrai que c'est une singularité du Parti communiste français, ce projet politique, et en même temps, cette épaisseur sociale qui en a fait un acteur à peu près sans équivalent de ce point de vue. Alors effectivement, là on parle du Parti communiste français, Thierry Volton, c'est une histoire mondiale du communisme, mais ce que je veux dire, quand vous parlez des faits, etc., on a bien vu quand même, il y a eu un problème, y compris au sein du Parti communiste français, d'ailleurs vous en parlez dans votre livre, c'est que pourquoi il y a eu, effectivement, alors là je voudrais demander même à Guillaume Roubaud-Kouachi, vous le savez, vous en parlez même dans votre livre, pourquoi il y a eu un tel décalage entre, alors c'est intéressant dans votre livre par exemple, entre cette espèce de soutien inconditionnel à l'URSS, où vous avez même des gens, d'ailleurs vous en parlez, où des gens se disent quand même à des moments, je pense par exemple au pacte germano-soviétique, qui a, bon, pour ne parler ça, qui a quand même provoqué quelques contradictions très fortes et assez terribles. Et pourquoi pendant très longtemps il y a eu ceci? Et alors la seconde question, mais que Thierry Volton évidemment participe, qu'est-ce qui fait? Est-ce que ce n'est pas cette espèce de décalage justement entre l'idéal et le réel, comme disait un certain Jaurès? Est-ce que ce n'est pas ce décalage entre le décalage et le réel qui fait que le Parti communiste, qui était quand même à 30% après la guerre, à 25%, même du temps de Georges Marchais, enfin on sait très bien le poids du Parti communiste, est aujourd'hui où il est? Est-ce que ce n'est pas parce que justement il y a eu si vous voulez, au nom des tactiques peut-être, ou des stratégies, un abandon mais complet de idéal acté de la classe ouvrière, etc. Alors, c'est un riche programme, André Berkoff. Peut-être partir du début, c'est-à-dire ce lien avec des communistes français par rapport à l'Union soviétique. Bien, d'abord, c'est parce que l'idée, c'est que eux réussissent ce que nous avons à peine esquissé. Pour les communistes français, quand les révolutions bolcheviques durent plus longtemps que la Commune de Paris, vous voyez, ils se disent, c'est cette voie qu'il faut suivre. Nous, on a essayé, ça a duré 72 jours en 1871. Eux sont en train de le faire. Donc, il y a une idée de se dire, il faut se mettre un petit peu à leur école. Cependant, ce caractère inconditionnel, il ne va pas durer jusqu'en 1991. Par exemple, lorsque les communistes français développent l'eurocommunisme sur une ligne différente dans les années 1970 avec Marchais, il y a même des tentatives de l'Union soviétique de
tourner le Parti communiste français, sa direction, contre Georges Marchais. Donc il y a des relations dures dans les années 70, même si elles ne sont pas toujours un caractère public. Après, sur la question des réalités du Parti communiste français, c'est vrai que, bien sûr, qu'il ne participe pas très souvent au pouvoir en tant que tel. Mais quand il y est, notamment après la Seconde Guerre mondiale, il a un rôle important pour configurer la vie du pays. C'est-à-dire que la sécurité sociale, par exemple, n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette pression forte des communistes français. C'est Ambroise Croizat. Il y a aussi le Front populaire. Évidemment, le Front populaire avant, sûr. le statut de la fonction publique. Il y a des choses un peu importantes. Et après, sur le déclin, puisque vous vouliez évoquer ces questions du déclin, évidemment, on pourrait parler de questions politiques, et il y en a. Mais dans le livre, on a essayé, avec Baptiste Giron notamment, de montrer les évolutions sociales des années 80. Qu'est-ce que c'est le Parti communiste français des années 50-60 ? C'est un parti communiste qui est fort dans les usines. Et ces usines, quand vous les suivez 20 ans plus tard, il faut bien reconnaître qu'elles sont laminées dans un contexte d'une mondialisation terrible et où les grands combats ouvriers sont d'ailleurs perdus. Complète, oui. Ouais. Et ça a beaucoup affaibli la classe ouvrière, si on veut employer ce terme-là, et le Parti communiste aussi, dans le même temps. Alors, on en parle tout de suite après ceci. Et on continue avec Thierry Volton. Exactement, on continue de parler du communisme à l'occasion des 100 ans du communisme avec Thierry Volton. Communisme français. Communisme français, tout à fait, oui. De Guillaume Kouachi et vous, André Berkoff. Et puis, vous, chers amis auditeurs, vous pourrez prendre la parole à partir de 13h15, 13h30 au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, André Berkoff, dans tous ses états, à l'occasion des 100 ans du Parti communiste français. Et nous avons deux invités prestigieux aujourd'hui. Thierry Volton, je cite seulement son œuvre, Une histoire mondiale du communisme. C'est un magnifique... trois magnifiques pavés de recherche sur le communisme aux éditions Grasset, et Guillaume Kouachi qui vient de sortir et qui est co-auteur des 100 ans du Parti communiste français au Cherche Midi. Alors justement, Thierry Volton, effectivement, là on parlait de la France, mais restons un peu sur la France, sur ces évolutions du Parti communiste français, sur tout ce qui s'est passé. Enfin, franchement, c'est un siècle, et c'est vrai que c'est énorme, c'est un siècle. Enfin, c'est un siècle d'histoire de France, quoi. Parce que ça fait partie, voilà, c'est le miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. Vous avez absolument raison. D'ailleurs, le livre de Guillaume Kouachi, que j'ai eu la chance d'avoir hier et que j'ai eu le temps de feuilleter un peu, est de ce côté-là assez intéressant. C'est un livre il faut que je l'explique aux éditeurs, c'est un livre qui a 2 pages par année. Donc, comme ça fait 100 ans, donc ça fait 2 pages par année. Il commence en 1920 avec le congrès de Tours, donc, qui est la fondation du Parti communiste le 25 décembre, enfin le 30 décembre parce que ça a duré 5 jours, et ça continue aujourd'hui, si je puis dire. Voilà. Bon, donc c'est un livre très intéressant dans le sens où on a un peu de nostalgie à voir tout ça quelque part. C'est l'histoire du siècle. C'est l'histoire du siècle. Maintenant, le reproche que je ferai à ce livre principal, je dois dire, c'est on a l'impression que le Parti communiste est apparu comme ça, in extenso, ex nihilo, comme ça. Or, on ne peut pas comprendre ce qu'a été le Parti communiste, ce qu'a été la politique du Parti communiste, ce qu'a été le déclin du Parti communiste aussi, sans rattacher ça à un ensemble qui était l'Internationale communiste, auquel ils obéissaient. Auquel il y avait des ordres qui venaient de Moscou. On le sait maintenant, je veux dire, on le savait à l'époque, mais on le sait d'autant plus maintenant qu'il y a les archives qui sont là. Et donc, non seulement ils obéissaient, mais ils étaient en partie aussi financés par Moscou. Et j'y viendrai peut-être parce qu'il y a quelques chiffres qui sont assez intéressants. Je voudrais revenir, pour qu'on comprenne bien les choses, sur le 20e congrès, sur le congrès de fondation du Parti communiste. Le congrès de Tours, de 1920, où on peut faire 2 critiques, et ça les historiens aiment beaucoup ça. Moi, je ne suis pas historien et je n'ai pas la prétention de l'être. Je suis qu'un simple essayiste qui essaye de comprendre mon époque, où les historiens aiment bien ça. Il y a 2 critiques, une critique externe et une critique interne. Donc je vais commencer par la critique externe. La critique externe, c'est celle que Léon Blum a fait dans un discours absolument formidable, que j'aimerais vraiment qu'il soit distribué dans toutes les écoles de France à ce congrès, dans lequel il explique pourquoi il ne va pas pourquoi il ne va pas adhérer à la section internationale de la Nationale communiste. Alors, il lève, je vous donne très résumé. Mais rapidement, il lève des choses qu'on va comprendre pourquoi il est contre. Il dit c'est une avant-garde qui se substitue aux masses. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu parce que les bolcheviks, il n'y a pas eu de révolution bolchevique, c'est en vérité un coup d'État. Moi, ça, c'est autre chose. La prise du pouvoir, et on revient à ça. C'est comme du blanquisme. Le blanquisme, c'est du putschisme, si on préfère, d'Auguste Blanqui, qui était un révolutionnaire français. La hiérarchisation est terrible, du haut vers le bas, il n'y a pas de discussion, pas de vrai débat d'ailleurs, obéissance, dit-il.
une dictature du prolétariat pour toujours, c'est ça que ça va impliquer, ce qui est vrai si on regarde ce qui s'est passé dans les 27 pays qui ont été communistes au monde, on ne peut pas dire qu'il s'est beaucoup trompé, et puis il dit aussi, c'est terrible, le terrorisme comme méthode de gouvernement. Or je voudrais dire que là aussi encore il ne s'est pas encore trompé, parce que quand le communisme est au pouvoir, il fait du terrorisme, je m'explique. Il mène une lutte de classe, et cette lutte des classes, et c'est un fait unique dans l'histoire de l'humanité, cette lutte des classes, c'est quoi? C'est la guerre civile du gouvernement contre le peuple. Et tous les pays communistes, les 27 qui ont été pays communistes dans le monde, ont répondu à ça. Donc, c'est la critique externe de Léon Blum. Maintenant, prenons les 21 conditions, parce que comme vous ne le savez pas, ou comme vous ne l'avez pas dit, c'est que pour adhérer à l'internationale communiste en 1920, il fallait accepter les 21 conditions imposées par Moscou pour être membre de cette internationale. Parmi ces 21 conditions, vous allez comprendre pourquoi il y a une obéissance totale. Il dit, il faut, pour être un parti communiste, éliminer tous les réformistes et les centristes. D'accord ? Au sein du parti, donc, à dégager. Oui, c'est écrit. Ça, c'est écrit, bien sûr, c'est une des conditions. Vous éliminez les centristes et les bon. Vous formez des organisations illégales. Il faut créer des organisations illégales. Parce qu'il y a un parti officiel et puis il y a un parti sous-officiel qui sera d'ailleurs utile à l'époque de la guerre pour la résistance. Je ne nie pas la chose. Il faut noyauter les syndicats. C'est aussi un ordre. Il faut une discipline de fer, dit-il, militaire même, militaire. On ne discute pas les ordres. Hein. Une épuration périodique du parti et, in fine, pour terminer, et c'est pour ça que j'en reviens à... On ne peut pas comprendre la politique du Parti communiste français, mais italien, espagnol et autres, sans ça, un soutien sans réserve aux républiques soviétiques. Sans réserve. Or, de fait, les partis communistes dans le monde, mais pas le Parti communiste français particulièrement, les partis communistes dans le monde ont obéi jusque... Après, ça c'est compliqué effectivement avec l'eurocommunisme, là-dessus Guillaume Kouachi a raison, il y a eu un peu de divergence. Mais en tout cas... Jusqu'à la fin des années 60, vers les années 60 voilà, il y a eu une obéissance totale, même si l'international communiste, il faut le préciser pour vos éditeurs, la troisième internationale a été dissoute en 1943 par Staline, pour complaire d'ailleurs à ses alliés occidentaux, en disant, voyez, je suis... Bon, bref. Donc, mais ça a continué après. Et je pourrais prendre des exemples de... je vais laisser la place plus tard, des exemples de comment le Parti communiste français, comme d'autres partis communistes, comme tous les partis communistes dans le monde, pas uniquement, ont obéi aux ordres de Moscou dans des moments clés de l'histoire du XXe siècle. On en reparle tout de suite après cette petite pause et Guillaume Roubaud-Kouachi va effectivement donner son avis. Voilà, le débat continue. En tout cas, entre André Berkoff, Thierry Volton et Guillaume Kouachi, et vous qui prendrez la parole un petit peu plus tard, mais vous pouvez dès maintenant prendre place et prendre rendez-vous au 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et à la barre, le communisme, espoir ou cauchemar. Et à ma droite, évidemment, le procureur Thierry Volton, qui mène effectivement le procès avec, 3 bouquins, une somme, il faut les dire, l'histoire mondiale du communisme. Et à ma gauche, l'avocat Guillaume Roubaud-Kouachi, qui parle du 100 ans du Parti communiste français. Alors effectivement, Guillaume Roubaud-Kouachi, c'est vrai que là, c'est incontestable. Alors, Thierry Volton a expliqué les conditions d'adhésion effectivement à l'internationale communiste, le soutien indéfectible à l'URSS, qui effectivement n'a pas duré, ne dure plus, maintenant c'est fini depuis longtemps, l'URSS aussi d'ailleurs. Mais au fond, est-ce que pour vous ça s'explique et comment ? Alors peut-être pour répondre à votre question et réagir à ce que disait Thierry Volton, d'abord je pense que vous tenez un scoop aujourd'hui, parce que donc Thierry Volton nous a dit que l'intervention de Léon Blum devrait être diffusée à tous les élèves de France. Dans l'intervention de Léon Blum à Tours, qui a été rééditée par Romain Ducoulombier tout récemment, vous y trouverez des passages très intéressants, notamment des passages où Léon Blum s'affirme absolument favorable à la dictature du prolétariat. Donc de ce point de vue, je suis intéressé que Thierry Volton fasse l'apologie de la dictature du prolétariat sur le plateau. Donc moi je trouvais ça intéressant. Mais cette parenthèse est en fait par rapport à ça, parce que voilà. Excusez-moi, pour toujours. Oui, il est contre la dictature du prolétariat pour toujours. Non, il dit qu'il est pour. Hein, oui, mais il a dit je suis contre la dictature pour toujours. Ah mais la dictature du prolétariat, il est pour. Voilà. Donc c'est intéressant. Bon, mais c'est un scoop que je trouvais utile. Alors maintenant qu'on a dit ça sur les 21 conditions, disons que ces conditions, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de partis socialistes qui s'étaient mobilisés pour empêcher la guerre avant 1914. Et puis quand la guerre arrive, finalement, dans l'extrême majorité des cas, ici rallie, c'est l'union sacrée. Ça crée une espèce de rupture très très grande. Et dans ce cadre-là, quand la guerre est terminée et qu'il s'agit de créer une nouvelle internationale, en l'occurrence l'internationale communiste, Lénine dit on recommence, d'accord,
parce qu'il y avait une internationale socialiste avant-guerre, donc on recommence à créer une internationale, d'accord, mais par contre, on ne va pas recycler tous ceux qui font des grands discours tels qu'ils les ont fait avant la guerre pour dire on ne fera pas la guerre et qui finalement, dès que la guerre arrive, signent le papier. Et donc effectivement, ils placent des conditions d'adhésion. D'ailleurs, ces conditions, elles ne sont pas toutes acceptées nommément et clairement au Congrès de Tours. Au Congrès de Tours, il y a un texte qui biaise un petit peu avec les 21 conditions, notamment sur les syndicats où ils disent pas grand-chose, parce que ça correspond pas à la tradition française. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut voir avec cet épisode communiste français? C'est que oui, il y a l'idée que l'Union soviétique, bientôt, la révolution bolchevique d'abord, eh bien, ça incarne ceux qui ont réussi, mais en même temps, il y a l'idée de continuer quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'ils estiment avoir été trahi en 1914. C'est un peu ça, l'appel de Vaillant Couturier à la fin du Congrès de Tours. Non, mais on peut aussi comprendre ne voulant évidemment pas dire approuver, qu'au fond, le système, je dirais, quelque peu pyramidal, et effectivement, c'est en contradiction avec la dictature du prolétariat, mais les républiques autogérées, on les a pas encore beaucoup vues. Et hélas, moi, je serai assez beau, mais enfin, j'attends les exemples actifs et sur le terrain. Mais effectivement, vous pouvez dire, voilà, l'URSS, c'est le pays qui mène la révolution. Mais ce qui est étonnant quand même, et je parle à vous deux et je vous questionne à vous deux, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que comment, d'ailleurs c'est vrai pour l'Allemagne hitlérienne, mais restons sur la Russie bolchevique, communiste, c'est vrai que quand des intellectuels, des compagnons de route, d'ailleurs vous en parlez beaucoup, vont en URSS, des gens très sincères, hein, je parle des deux, vont là-bas, et au fond, ils ne voient rien. Il dit, mais tout va très très bien, pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Si, l'URSS est en train de bâtir communiste. Et l'histoire des camps de travail, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il a fallu attendre. Rappelez, bon, Kravchenko dit, j'ai choisi la liberté. C'est un agent des USA. Il se fait absolument agonir, vomir, etc. Et il faut attendre Solzhenitsyn en 1975 et l'archipel du Goulag pour que, y compris dans le Parti communiste, les gens prennent leur distance. Et en même temps, c'est très intéressant parce qu'au-delà, on ne va pas ressusciter le passé, il a été ce qu'il a été, mais c'est qu'on a envie de s'accrocher à cette utopie. Quelque part, on se dit, oui, d'accord, il y a des choses qui ne vont pas, mais quand même, le principal est là. C'est ça, Guillaume Roubaud ? Question redoutable. Non, disons que sur cette affaire, c'est vrai que il y a eu des visites qui ont été organisées et qui effectivement, bon, quand vous voyez un pays en difficulté, mais en même temps on se dit, il sort c'est pas faux, hein, il sort d'un traumatisme, d'une première guerre mondiale terrible, d'une guerre civile, des interventions étrangères, donc c'est vrai que 20 millions de morts. Évidemment, ça a été une période épouvantable pour les Russes que cette affaire-là. Donc évidemment, il y a des regards intéressés et positifs par rapport à l'Union soviétique à ce moment-là. Et puis il y a évidemment la place de la question d'une des grandes questions de la première moitié du XXe siècle, qui est le fascisme. C'est-à-dire que quand même, on ne peut pas sortir de ce monde en éliminant ça. C'est-à-dire qu'il y a d'abord Mussolini et ensuite il y a Hitler. Et dans cette question-là, il y a qui fait quoi dans cette affaire. Par exemple, lorsqu'on va être confronté à Munich, les accords de Munich qui disent Hitler, pas de problème, tu es en train de prendre la Tchécoslovaquie avec laquelle on avait signé une alliance, prends-la, il n'y a pas de souci. Le seul groupe qui va s'y opposer unanimement à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés en l'occurrence, c'est le groupe communiste. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, forcément que les antifascistes, de ce point de vue, ils vont être sensibles à ceux qui vont incarner cette dimension. Alors justement, justement, et avant de parler de Thierry Bolton, ne vous inquiétez pas Thierry, vous aurez la parole largement. Mais justement, mais prenons ça, je me dis que c'est intéressant. Un an après, Staline signe le pacte Ribbentrop-Molotov, enfin le fameux pacte. Bon. À ce moment-là, le Parti communiste français se tait. C'est étonnant, il est sur la ligne antifasciste, il est sur la ligne anti-hitlérienne. Il dit c'est pas possible, Hitler c'est le fasciste, tout le monde est d'accord. Et voilà que la Russie signe un pacte de paix qui a duré 2 ans quand même, il faut le dire, avec l'Allemagne hitlérienne. Et pas de réaction, pas de protestation, pas de crise de conscience. Ah ben là c'est sûr que c'est un éclair incroyable, parce qu'évidemment on se dit mais que se passe-t-il ? Il y en a certains qui sont dans une logique de nous ne comprenons pas, mais Staline doit avoir un plan, c'est une tactique, on ne comprend pas, mais il doit savoir. Et d'ailleurs en 1945 il dit vous voyez bien, c'était un plan, il avait compris. Et d'autres effectivement s'en vont ou entrent dans des crises de conscience qui sont très lourdes. Mais par contre une chose, le Parti communiste français malgré tout reste sur la ligne. À la fin, donc à
juste après le pacte, il y a la question du vote des crédits de guerre. Les communistes votent les crédits de guerre. Je pense à quelqu'un comme Aragon. Aragon, qu'est-ce qu'il fait quand il y a la guerre en 1939 ? Il va au front. Et donc, au front, parmi les soldats, des gens qui vont se battre contre l'Allemagne, vous avez des communistes. Hein. Donc, les communistes ne basculent pas dans je ne sais quelle collaboration. Et c'est vrai qu'ils ils n'étaient plus au Parlement quand le Parlement a voté les pleins pouvoirs à Pétain, il faut quand même le dire. Ils avaient été exclus, excusez-moi, ils avaient été exclus. Ils avaient été exclus, absolument. On ne sait pas ce qu'ils auraient fait, ça que vous me dites. Exactement, quand même. Alors justement, je vais rappeler, parce qu'on est dans cette période délicate qui est le pacte germano-soviétique, et quand même la mauvaise conscience du Parti communiste français et des communistes dans le monde, soyons clairs. Encore une fois, je ne charge pas particulièrement les Français et les partis communistes français, je parle du mouvement communiste en général. Guillaume vient de dire, vous permettez que je vous appelle Guillaume vient de dire que finalement, il n'y a pas eu de collaboration du Parti communiste avec le nazisme. Eh bien, je dis non, c'est faux. Je suis désolé, mon cher Guillaume, c'est absolument faux. C'est totalement faux. Je vais vous dire, c'est totalement faux. Il y avait des tracts qui ont été distribués au moment de l'invasion de la France en 1940, des tracts du Parti communiste français disant aux Français, vous pactisez avec les soldats allemands, ce sont les travailleurs comme vous, etc., etc. Premier exemple. Deuxième exemple, le Parti communiste français, en tant qu'organisation, a fait des pieds et des mains auprès de l'occupant pour que l'humanité soit republiée, puisqu'elle était interdite. Or, il y a, je dois dire, un document absolument, que je cite dans mon livre, que je n'ai pas trouvé, qui existe dans les archives, tout simplement, qui est dans l'archive française, je dois dire, pas des archives russes ni soviétiques, un document qui est absolument terrifiant quand on y pense. C'est un argumentaire qui est qu'on trouve, quelqu'un qui se fait arrêter à une station de métro, dans lequel on trouve qui est l'avocat du Parti communiste en l'occurrence, et on trouve dans sa serviette un argumentaire qui a été fait par Duclos qui était le chef du parti. Parce que si certains communistes sont partis au front, et c'est vrai que c'est le cas d'Aragon, d'autres ont fui à Moscou, c'est le cas de Boris Thorez. Bon, donc vous pouvez me dire, je suis désolé. Oui, pour des raisons, c'était le chef, il fallait bien, mais enfin bon. Alors, dans cet argumentaire, il y a entre autres nous aussi nous sommes contre, le document est dans mon livre, je n'invente rien, je le cite de mémoire, nous sommes aussi contre les Juifs, les Juifs sont évidemment dominés le monde, donc il y a une adhésion, pour essayer de convaincre l'occupant que finalement permettre l'humanité de reparaître, ce n'est pas aller contre la politique du nazisme. Nous sommes en 1940. Alors c'est vrai qu'après, une fois que l'invasion va avoir lieu, c'est-à-dire le 22 juin 1941, le Parti communiste bascule totalement et deviendra, et ça il ne faut pas le nier, deviendra le corps même de la résistance en France. De la résistance, et c'est vrai dans tous les autres partis. Encore une fois, je n'accuse pas le Parti communiste français en particulier. Il faut comprendre le communisme comme un mouvement d'ensemble. Vous ne pouvez pas extraire le Parti communiste français de ce qu'a été le communisme mondial, parce que c'était un mouvement qui se voulait mondial, et c'est comme ça que ça se comprend. Bien sûr. Guillaume voulait peut-être un petit mot, mais c'est-à-dire que dans cet effondrement qu'est la France de 1939-1940, rappelons quand même ce qu'il en est. À Tours, il y a un parti socialiste qui va sortir de là, à côté du Parti communiste. Son secrétaire général s'appelle Paul Faure. C'est secrétaire général pendant tout l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qu'il fait, ce Paul Faure, secrétaire général du Parti socialiste pendant tout l'entre-deux-guerres? Il finit avec Pétain dans la collaboration. Que fait la droite au moment des pleins votes du plein pouvoir? Ils votent les pleins pouvoirs. Mais si, la majorité, les pleins pouvoirs, ils n'ont pas été usurpés comme ça par un coup de force. C'est que la majorité parlementaire massive s'est prononcée par rapport à ça. De gauche comme de droite. Et c'est le cas, mais pas les communistes. Vous n'étiez pas là. Mais ça n'aurait jamais été voté. Ça n'aurait jamais. Vous ne pouvez pas en savoir. Vous ne pouvez pas préjuger d'un fait qui n'a pas eu lieu. En tant qu'historien. Excusez-moi. C'est pas ça. Ils avaient été exclus. Alors ce que je voudrais dire, c'est que les pleins pouvoirs à Pétain ont été effectivement votés par la Chambre du Front populaire. Moins les communistes. Ils n'étaient pas là, tout simplement parce qu'ils étaient exclus. Bien sûr, mais enfin, c'est contraire à la politique qui menée à ce moment-là. C'est contraire à la politique qui menée à ce moment-là. Et juste une petite chose. Il y a eu des périodes, évidemment, le Parti communiste, il n'y a pas Facebook et Twitter pour avoir les consignes de Staline en direct, c'est pas Donald Trump. Donc ça veut dire qu'en clair, il y a un vrai désarroi, le parti est interdit. Donc comment est-ce que l'information arrive? On cherche, on ne sait pas. Donc il y a des choses qui se diffusent, et effectivement, il y a des communistes qui font des choses qui sont complètement pas dans le sens de la résistance. Et qu'est-ce qui se passe quand Thorez, parce qu'on a les archives, parler des archives, quand Thorez apprend ces mesures-là de volonté
volonté de republication de l'humanité, il les condamne immédiatement. On a les archives de ce point de vue-là maintenant, grâce à Serge Volikov. Que Thorez aurait condamné. Mais il la a reconnaissance de condamné l'humanité. dès qu'il y a eu cette manipulation qui a été tentée. Parce qu'ils se disent après tout, bon, les capitalistes vendront la corde qui servira à les pendre si Oui, on ça, réussissait c'est à faire classique, paraître l'UMA malgré tout. Et Thorez dit non, il s'est condamné, on l'a par les archives de ce point de vue-là. Et une dernière petite chose, c'est que malgré tout, au total, quand on regarde aujourd'hui ce qui est fait avec la résistance, moi je n'oublie pas, comme citoyen, puisque j'essaie de naviguer entre ces casquettes, puisque vous en avez mis deux, en 2015, lorsqu'il y a la panthéonisation des résistants, il en fait rentrer 4, il n'y a aucun communiste. Aujourd'hui, au Panthéon, l'image officielle que la République française donne de la résistance, il n'y a pas un communiste. Quand vous regardez les métrons des fusillés, et ce grand dictionnaire biographique des fusillés, qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez une énorme quantité de communistes. Donc quand même, de ce point de vue, je trouve que je veux bien qu'on charge en disant quand même, en 39-40, c'était pas très propre. Mais regardons toutes les familles politiques et regardons si en 41, en 42, en 43, en 44, ils étaient très propres. On regarde ça. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Effectivement, on pourrait passer des heures. Juste Thierry un tout petit Bolton. détail Oui, d'histoire, rapide, parce que allez-y. pour corriger ce que dit Guillaume, Allez-y, parce que Guillaume dit c'est Thorez qui a dit qu'il fallait que c'était une faute de redemander la publication de l'humanité. Excusez-moi, c'est d'abord l'international communiste qui l'a décidé, et que Thorez ne fait que reproduire ce que l'international communiste a demandé. Donc encore une fois, c'est un ordre. C'est vrai. Mais je peux vous le prouver, tous les documents sont là. On continue à en parler après Allez. cette petite Et pause. oui, on débat et on parle vrai sur Sud Radio. C'est quand même l'ADN de Sud Radio. Restez avec nous, avec Thierry Volton, avec Guillaume Kouachi et avec André Berkoff, évidemment. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. De quoi le communisme est-il le nom et la chose? Avec Thierry Volton, auteur de cette monumentale histoire mondiale du communisme, et avec Guillaume Roubaud-Kouachi, co-auteur de 100 ans de Parti communiste français, 2 livres qui sont vraiment fort intéressants, chacun à un degré divers, mais passionnant. Et alors, on était en train de parler justement de cette... Alors, il ne s'agit pas de justifier tout, et effectivement, les choses ne sont pas noir et blanc, mais quand même, vous, Thierry Volton, vous dites, il y a eu quelque chose, en fait, c'est... Quelque part, c'est quoi? C'est de l'aveuglement, c'est on suit, c'est on s'est trompé, on continue. Et je voudrais qu'on parle un peu de moderne. Je voudrais qu'on parle de la période d'aujourd'hui aussi. Oui. Alors, il faut distinguer 2 choses, excusez-moi, et ça je pense que Guillaume sera d'accord avec moi. Il faut distinguer à la fois le Parti communiste lui-même, qui est une organisation avec ses militants, ceux qui sont adhérents, etc., et les compagnons d'autres qui sont extérieurs de ça, qui ne sont pas membres du parti, mais qui justement vont faire, si vous voulez, le jeu du parti, pas en y adhérant, mais en défendant les idées du parti, et surtout... C'était Sartre qui disait « Un anticommuniste est un chien, et je ne sortirai jamais. » Absolument. Bon, donc comme je suis anticommuniste, je dois être un chien, sans doute. Waf, waf, waf. Cette petite parenthèse. Thierry Volton, hein, mais je n'ai pas honte d'être anticommuniste, je dois dire, j'en suis même assez fier, puisque c'est une question de morale. Bon, bref. En ce qui concerne les intellectuels qui ont été aveuglés par le communisme, vous savez, c'est un phénomène assez classique. Quand vous croyez, vous voyez pas. Hein, je veux dire, c'est vrai de toutes les religions, dans une grande partie, et c'est vrai de toutes les idéologies. Celle-là était particulièrement prégnante, en plus, donc voilà. Donc il y a énormément d'intellectuels qui sont allés sur place. Bon, outre le fait qu'ils étaient baladés, c'est vrai qu'on leur donnait du caviar à la louche, etc., et qui vivaient le communisme, si je puis dire, alors que le peuple ne le vivait absolument pas et ne l'a jamais vécu. Hein, donc l'opulence, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup faussé. Mais même ceux qui y allaient comme ça, ils voulaient pas voir les choses. Moi, je suis allé plusieurs fois derrière le rideau de fer, comme je le disais au début de cette émission, non pas en tant que journaliste, j'étais journaliste à l'époque, parce que je savais qu'en tant que journaliste, on allait me balader. Hein, d'abord, on allait mettre un interprète officiel qui allait raconter toutes les gens que je rencontrais. Donc, j'y allais en tant que touriste. Donc, je trichais, et c'est comme ça que je pouvais voir la chose, la réalité, et voir les gens. Bon, ça, c'est une démarche que volontaire. Bon, donc, ça peut se comprendre, mais cet aveuglement, et vous vouliez qu'on parle d'aujourd'hui, cet aveuglement, il est reproduit, on peut le revoir sur Cuba encore, puisqu'il y a certains encore qui pensent que Cuba est quelque chose de formidable, alors que je le Venezuela, ou le Venezuela, mais c'est pas un pays communiste, le Venezuela. C'est plus compliqué que ça. Alors que Cuba est un pays. Mais on le voit sur la Chine, par exemple. Excusez-moi. Moins maintenant, parce que depuis que le coronavirus nous a attaqué, si je puis dire, le regard est un peu différent. Oui, vous n'allez tout de même pas me dire que c'est un virus communiste. Non, bien sûr que non, Je n'ai pas, je ne dirais pas ça. Thierry Volton, juste une chose, et je voudrais vous poser, parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant. La Chine
est quand même un exemple tout à fait spécifique. Parce que même les communistes, alors, je parle des communistes européens, tout ça, la Chine, ils s'en méfient. Je veux dire, la Chine, qu'est-ce que c'est? C'est un parti communiste unique, et après ça, faites du business, les gars. Oui, bien sûr. Allez-y, c'est une nouvelle manière de prendre le pouvoir. C'est formidable. C'est une autre internationale. C'est l'international du fric. C'est d'une très grande intelligence. Oui. Et je salue la performance, hein, parce qu'évidemment, alors je suis pas sûr qu'ils vont réussir à dominer le monde, ça c'est autre chose. Enfin, c'est l'international du business. Non, mais bien sûr. Donc vous avez raison. Il y a un parti communiste très fort qui est là et dont tous les hommes d'affaires, je veux dire les Alibaba et autres, ne sont que des membres. Et si le parti n'est pas d'accord, et Jack Ma qui dirige Alibaba, qui est la plus grosse entreprise chinoise, vient de la prendre à ses dépens, il a reçu un coup sur les oreilles, sur les doigts, et un projet qu'il avait de bourse, il a dégagé, et parce que le parti ne l'a pas voulu. Voilà. Et il est membre du parti, du comité central. Bon, excusez-moi, je voudrais pas monopoliser la parole, et je pense que Guillaume a des choses à dire. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, vous, membre du Parti communiste, aujourd'hui. Alors, je vais vous poser la question un peu brute de décoffrage, Guillaume Kouachi. Est-ce que comment dirais-je? Est-ce que le Parti communiste, on sait que bon, il y a encore un pouvoir municipal, mais quand même, on a vu, enfin, le rétrécissement, on en a parlé depuis 20, 30 ans, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on parle du Parti communiste français, est-ce qu'il y a un avenir en tant que Parti communiste? Alors juste une toute petite précision que je voulais faire, parce que là vous m'avez mis deux casquettes que j'ai, c'est vrai, mais c'est juste par rapport aux auteurs, puisqu'il y a beaucoup de docteurs, de jeunes doctorants dans le livre. Ça n'est pas un ouvrage du Parti communiste, ni un ouvrage d'historiens avec des historiens qui ont toutes les sensibilités politiques, je veux quand même le préciser. Non mais c'est vrai. Ensuite, donc pour répondre à votre question, sur aujourd'hui, donc je prends ma casquette de communiste, je laisse l'autre. Moi c'est vrai que j'ai adhéré au Parti communiste en l'an 2000, j'étais très jeune, pas de famille communiste. Pour quelle raison? Parce qu'il me semblait, et il me semble toujours, que le monde dans lequel on vit est plein de possibilités. On voit bien que techniquement, l'humanité a atteint un niveau de développement qui lui permet de répondre à la plupart des grandes questions auxquelles on est confronté. Mais on voit bien qu'on n'y répond pas parce que c'est la logique de l'argent qui prime avant tout et qui peut passer par-dessus les logiques de l'écologie, les logiques de la nature, les logiques des êtres humains. Là, par exemple, je regardais, on voit aujourd'hui que l'argent sort à flot dans beaucoup de directions. J'ai vu l'appel de celui qui gère le programme de l'alimentation mondiale, le programme alimentaire mondial. Il demande 20 milliards. Et pour l'instant, il ne les obtient pas. Et s'il ne les obtient pas, on va avoir 150 millions de personnes supplémentaires qui vont souffrir de la faim dans le monde. Ce n'est pas un problème, si vous voulez, ici, qui n'est insoluble. Ce n'est pas comme vouloir aller s'installer sur Mars. C'est juste qu'on ne met pas l'argent dans cette direction-là. Et c'est pareil sur les questions environnementales. Donc c'est vrai que je crois que ces espèces d'impasses du capitalisme-là, je crois qu'elles sont très sensibles aujourd'hui dans le pays, en France. Et ce qui m'avait frappé aux États-Unis, c'est que quand vous regardez, il se trouve que c'est une universitaire américaine qui m'a dit ça. Elle me dit, je suis tout à fait frappé parce que aux États-Unis, tous les jeunes vous parlent de socialisme, d'autres choses. Toute la campagne qu'il y a eu autour de Bernie Sanders, c'est vrai que dans la jeune génération aux États-Unis, d'ailleurs les Américains appelaient le communiste Sanders. Exactement. Il y a l'idée que quand même, on ne peut pas continuer avec ce système capitaliste. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un problème objectif qui me semble être posé. J'ai juste une question à vous poser, Guillaume. Donc, pourquoi le Parti communiste français et pas la France insoumise? Je pose la question. Bien sûr. Oui. Parce que quand même, la France insoumise aussi est grosso modo sur des positions que vous pourriez défendre. Donc, parce que adhérer à un Parti communiste français qui est quand même assez has-been, excusez-moi de vous le dire, en tout cas vu de l'extérieur, par rapport à ce qu'il a été, j'entends bien. Pourquoi il n'est pas allé chez Mélenchon? Voilà, pourquoi? Parce que pour moi, si j'avais un choix à faire de votre côté, j'aurais été chez Mélenchon, franchement. Mais visiblement, vous n'êtes pas très communiste, si j'ai bien compris. Non, je ne suis pas très communiste. Non, mais c'est pour ça qu'il sera allé chez Mélenchon. Je vous laisse finir, André Bercoff. Voilà. Mais j'espère que Mélenchon va apprécier quand il va être le candidat unique de la gauche. Non, mais je plaisante pas de polémique avec Mélenchon, avec personne. Non, mais je plaisante. Mais simplement en un mot, pourquoi? Parce que la France insoumise, ça dit un refus. C'est un refus qu'on partage. Nous ne sommes pas soumis à un ordre. Mais ça ne dit pas positivement ce que nous voulons. Le problème n'est pas seulement d'être contre, beaucoup de gens sont contre. Le problème est d'affirmer qu'aujourd'hui, on pourrait envisager un monde qui fonctionne sur les principes qui mettent l'humain et la planète d'abord. C'est ça ce que nous disons. Eh bien, on va en parler avec les auditeurs, avec Thierry Volton et avec Guillaume Roubaud-Kouachi. Et voilà, et vous êtes déjà très nombreux à avoir composé le 0826 300 300 pour poser des questions à nos deux invités justement à ce sujet. Et continuez, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et
on continue de débattre autour de l'histoire du communisme et du Parti communiste français avec Thierry Volton et Guillaume Kouachi et André Berkoff évidemment. Et vous maintenant, chers amis auditeurs, qui avez composé le 0826 300 300. Allez, on part dans les Bouches-du-Rhône et on donne la parole à Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Charles. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Merci de me laisser la parole et bonjour à vos intervenants. Oui. Alors moi je voulais dire que je suis un anticommuniste viscéral. Pour moi c'est la religion de l'abomination, du mensonge permanent. Bon, c'est assez clair comme ça. Je suis très clair pour mon intervention. Et je voulais poser une question à Monsieur Volton. Oui. Et 4 questions très très courtes, si vous me le permettez. Allez-y. J'avais lu dans l'histoire du Parti communiste français, de Stéphane Courtois et de Marc Lazare, que ce que les communistes se targuent de dire le parti des 75 000 fusillés, même aujourd'hui avec Yann Brossa qui en parle sans arrêt, qu'en fait la totalité des fusillés, toute obédience confondue, avait été de 23 000 fusillés. Ensuite, je voulais savoir, à titre personnel, si c'est vrai qu'il y a eu des sabotages par les ouvriers communistes. S'il y a eu des sabotages par les ouvriers communistes avant que le pacte Ribbentrop-Molotov soit rompu. D'accord. Il y avait cette question, et j'en ai 2 autres très courtes. Très courtes, je voulais savoir si c'était vrai aussi que le Front populaire, au niveau de la libération, sur les 17 ministres, il y en a eu 12 qui ont été radiés pour absence de collaboration ou collaboration passive ou absence de résistance. Voilà. D'accord. Mes 3 questions. D'accord. Les 75 000 fusillés, les sabotages et le Front Pop. Voilà. Vous parlez, attendez, quand vous parlez qui a été radié au moment de la collaboration, au moment du Front populaire? Non, au moment de la libération. Au moment de la libération. Ah, à la libération. Parce que vous dites qu'il y aurait des communistes qui auraient collaboré, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire que moi j'avais lu, maintenant que sur 17 ministres du Front populaire, il y en avait 12 qui ont été radiés du Parti socialiste. C'est socialiste, mais ça, c'est pas les communistes. Hein. C'est les socialistes, attention. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les 75 000 fusillés. D'accord. Allez-y. Là-dessus, je vais vous répondre sur les 2 questions. Vous avez raison dans les 2 cas. Je dois dire, c'est vrai que le Parti communiste français a revendiqué pendant longtemps d'avoir eu 75 000 fusillés. Il y a même des photos de manifestations dans Paris avec ces affiches-là. C'est vrai que Yann Brossa, aujourd'hui, qui est adjoint à la mairie de Paris, continue, il l'a écrit, à revendiquer ces 75 000 fusillés. Or, vous avez raison, il y a eu à peu près 23 000 ou un peu plus fusillés. Vous voulez dire en tout? Oui. En tout, pendant l'occupation. Oui, pendant l'occupation. Est-ce que vous me permettez un petit complément? Peut-être je vous laisserai pour la deuxième, juste rapidement. Parce qu'il se trouve, je m'occupe aussi de la maison d'Aragon et d'Elsa Triolet en Saint-Arnaud en Yvelines, qui est un musée. Et il se trouve qu'Elsa Triolet, c'est elle qui est à l'origine de la formule du parti des fusillés. Dans l'ouvrage qui lui vaut le prix Goncourt, c'est la première femme à avoir le prix Goncourt. Dans le premier accro coûte 200 francs, elle force cette formule, le parti des fusillés. Et pour avoir regardé de très près, puisque ma thèse porte sur l'après-guerre, après toutes les productions du Parti communiste, la formule répétée partout sur les cartes d'adhérence, c'est parti des fusillés. Et quand vous regardez aujourd'hui, et pas parti de 75 000 fusillés, qui est une formule qu'on trouve très rarement dans les archives communistes, dans les publications communistes. Et quand vous regardez le métron des fusillés, et que vous regardez la part que les communistes ont prise parmi les fusillés, effectivement, malheureusement, ce n'est pas un titre usurpé. Bon, donc, ce qu'il faut dire, il y a eu beaucoup de fusillés communistes. Oui, je ne le nie pas. Et je ne nie pas non plus que le Parti communiste a participé à la résistance à partir de 1941. Bien sûr que oui, et même a eu un rôle très important. Les sabotages. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi que dans les usines d'armement, aviation entre autres, il y a eu des sabotages d'ouvriers cégétistes communistes qui ont essayé, qui ont d'ailleurs eu des mailles à partir avec la police. Et donc ça aussi c'est vrai, bien sûr. On peut pas le nier. C'est aussi des faits historiques. C'est un point encore débattu dans l'historiographie aujourd'hui. C'est un point débattu. Mais j'entends, c'est pas simple. Les questions des archives, c'est pas facile. C'est vrai. Non, mais bon, voilà. Clémence. Allez, on retourne au standard et cette fois-ci on va à Paris pour donner la parole à Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir poser les questions en direct à un spécialiste, un membre du Parti communiste. Allez-y, on vous écoute Catherine. Voilà. 5% des électeurs ont voté non à la Constitution européenne. Je ne sais pas, mais je n'ai pas tellement entendu la voix du parti se lever très fort contre ce déni de démocratie. Laissez-moi continuer. Déni de démocratie. Oui. Je n'ai pas entendu non plus lorsqu'un an plus tard, le prix de la baguette de pain est passé à 1 franc, d'un franc à 1 euro. Maintenant, le destin de la majorité des Français est dirigé par la Commission européenne, c'est-à-dire 8 personnes nommées par le Parlement européen.
décident à la place de nos propres gouvernements de notre politique économique. Et elles appliquent évidemment les règles de la théorie néolibérale dont on voit les effets délétères depuis quelques mois, encore plus que jamais avec cette histoire de Covid. Alors moi je demande, monsieur, vous qui êtes communiste, et moi qui suis quelqu'un qui s'est, je dirais, penché vers l'intérêt général, j'ai même appris le russe pour cela, j'étais jeune. Et je suis allée en Union soviétique en 1967 et j'en suis revenue pour dire à mes copines communistes, voilà, j'ai voulu aller voir comment c'était là-bas, j'ai vu, et je ne prendrai pas ma carte des jeunesses communistes. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, je désespère de voir le Parti communiste un parti vraiment favorable à défendre le peuple, c'est-à-dire la majorité des Français. Je pense que les décennies passent et que le fonctionnement du PC ne change pas. Mais pourquoi donc le PC n'est pas favorable Guillaume, Brexit oui. Et pourquoi le PC ne milite pas pour la sortie de l'Union européenne? Eh bien, Catherine, laissez répondre. Mais Catherine, on vous a entendu. Laissez répondre Guillaume Roubaud. Bon, là, je reprends ma casquette de communiste, je jongle un peu. Sur le référendum à la Constitution européenne, en réalité, les communistes ont quand même joué un rôle important dans cette campagne, à deux titres. D'une part, parce que l'humanité avait publié ce traité, commenté, et que même le Parti communiste avait d'ailleurs partagé son temps de parole et les tribunes avec les autres forces du nom de gauche, que ce soit à l'époque Laurent Fabius ou Jean-Luc Mélenchon, socialiste, ou alors avec des forces du NPA, par exemple. Donc on a fait beaucoup. Alors après, si vous n'avez pas entendu le Parti communiste après, peut-être aussi est-ce lié au fait qu'on n'entend pas beaucoup le Parti communiste dans les médias d'une manière générale. Donc je remercie Audrey Berkoff pour son invitation aujourd'hui. Mais quand même, regardez statistiquement, c'est sûr que vous n'avez pas toujours l'occasion de tomber sur un communiste pour qu'il puisse s'exprimer par rapport à ça. Mais rassurez-vous, sur la question du déni de démocratie, les communistes, quand il a fallu voter par rapport à, puisque le traité de Lisbonne après a été proposé non pas par la voie référendaire, mais par la voie parlementaire, et les communistes se sont unanimement prononcés contre. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas de changer de position. Et vous êtes aujourd'hui pour, par exemple, juste un mot pour dire ce que propose ce que dit Catherine. Vous êtes au Parti communiste, enfin, pour la sortie de l'Union européenne? Alors, nous, on ne pense pas que le problème, que la solution au problème d'une Europe qui, à nos yeux, disons, est mal orientée. C'est pas le Brexit, quoi. Ça passe par la sortie de l'Union européenne. Parce que nous, on considère que les changements qu'il faut impulser, il ne faut pas les garder, comme on dit, égoïstement pour la France. Il faut les porter à une échelle continentale. Donc, de ce point de vue-là, nous étions internationalistes en 1920. Nous le sommes toujours aujourd'hui. D'accord. Allez, on va rester à Paris, tiens, et donner la parole à Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour Yves. Bonjour André Berkoff, bonjour à vos invités. Alors moi je voudrais juste avant souligner le fait que 100 ans après, le Parti communiste fait toujours peur finalement, et que l'idée que le capital au sens général du terme, qui est son grand ennemi, aurait gagné est faux en fait. Il y a toujours cette crainte de la part du capital de revoir ressurgir l'ignoble bête, sanguinaire, comme aimaient bien le démontrer les conservateurs de l'époque, de nouveau au pouvoir ou à côté. Mais moi, ce que je voudrais savoir, la question que je pourrais poser à vos experts, allez-y, c'est est-ce que finalement le mot communisme, est-ce qu'il n'est pas usurpé en fait? Est-ce que moi j'appelle ça le stalinisme ou alors le maoïsme, mais pour moi c'est pas le communisme au sens où Marx l'avait décrit, c'est pas le communisme au sens du manifeste, c'est pas tout ça. Donc moi je vois des gens qui se sont emparés du pouvoir au nom d'eux, parce que Marx était mort évidemment, au nom d'eux, mais en revendiquant la pensée de Marx, mais finalement, quand on regarde de plus près, on en est bien loin, en fait. Donc, je voudrais poser cette question. Oui, c'est une vraie question. Je voudrais juste paraphraser et poser la question à Thierry Voltan, évidemment, aussi à Guillaume. Il y a quand même quelque chose, c'est très vrai ce que vous dites, parce que, en fait, ce qui reste, et on voit le bien face au capitalisme, face au GAFA, face au CAC 40, etc., il y a toujours cette
rêve ou utopie ou peut-être réalité ou peut-être projet de quelque chose de plus structuré, parce qu'on sent très très bien qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui ont 4 fois le PIB des États. Bon, donc il y a ça. Et d'un autre côté, effectivement, la question d'Yves, le communisme, est-ce qu'il y a jamais eu, est-ce qu'il y a eu en fait un communisme incarné? Est-ce que ce n'est pas du stalinisme, du capitalisme d'État, du Enver Hoxha, du ceci cela? C'était tout ça à la fois, si je puis dire. Ouais. Bon, moi je fais partie de... Enfin, c'est mon opinion. Je ne vous demande pas de la partager, je vous l'expose. Moi je pense que innocenter Karl Marx et Lénine, bien sûr, parce qu'on ne peut pas séparer ni le marxisme du léninisme, qui est l'application de l'idéologie de ce qui s'est passé, c'est une simplification, je pense. Alors, bien sûr, je ne rends pas Marx responsable de ce qui s'est passé après lui, parce que ce serait vraiment une erreur gigantesque. Mais on trouve chez Marx, comme on trouve d'ailleurs, je fais un parallèle, comme on trouve dans le Coran des arguments pour les islamistes, on trouve chez Marx des arguments pour la dictature du prolétaire et pour ce qui s'est passé, pour les terroristes qui a eu lieu, pour cette guerre civile permanente dont j'ai parlé. Je prends un seul exemple pour être très clair et rapide. Hein. Et cette phrase est capitale pour le comprendre. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels écrivent que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. La lutte des classes est le moteur de l'histoire. C'est une phrase excessivement importante. Ça veut dire que si vous voulez avancer dans l'histoire, il faut faire de la lutte des classes. Lorsqu'il y a eu des communistes qui ont pris le pouvoir en Union soviétique, en Chine, à Cuba, etc., ils ont fait, pour avancer dans l'histoire, tout simplement, la lutte des classes. Bon, et la lutte des classes, il faut trouver des ennemis de classe. Donc une fois, c'est les intellectuels, les bourgeois, les religieux, les membres du parti eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas été épargnés, quelquefois. Donc cette petite phrase qui paraît, bien sûr, cette petite phrase qui paraît innocente, la lutte des classes est le moteur de l'histoire, est en vérité porteuse. En tout cas, c'est ce que je pense fondamentalement, et porteuse du drame communiste, puisqu'on a parlé tout au début de l'émission des millions de morts, en ne donnant pas de chiffres, parce que ça n'a plus de sens de donner un chiffre quand il y a des millions, ça devient une abstraction, et je cite jamais de chiffres d'ailleurs, jamais, parce que c'est pas mon style en tout cas. Donc, ces drames, pas uniquement les morts d'ailleurs, ce qui s'est passé, l'économie à plat, enfin, le drame écologiste, le drame de la pensée, parce que ça, on oublie tout ça, combien d'intellectuels ont été brimés, etc., fait quand même qu'il y a application d'une théorie qui a été mise en place. Et Lénine a joué un très grand rôle dans tout ça, il faut le dire. C'est difficile de vous répondre parce qu'évidemment on n'est pas d'accord du tout, mais en 2 mots, disons, pour pas biaiser par rapport à l'Est, et bon, c'est certain que si on regarde les expériences socialistes, parce que d'ailleurs elles s'appelaient significativement socialistes, ils se faisaient appeler eux-mêmes socialistes et non pas communistes. Réel. Exactement, voilà. Ils se considéraient pas comme étant arrivés à ce qu'ils voulaient. Mais en dehors de ça, on peut dire qu'elle est contradictoire. C'est ça qui est difficile à faire passer en 30 secondes. C'est que, évidemment, qu'il y a des aspects qui sont... Le communiste, c'est pas le goulag. Vous pouvez lire Marx dans tous les sens. Le communiste, ça n'est pas le goulag. Bon, on peut le prendre comme on veut. C'est pas ça. Donc, ça, c'est sûr. Et en même temps, c'est vrai que dans ces pays socialistes, il y a eu des choses qui ont été faites en matière antiraciste. Pensez à Paul Robeson, pensez au sort des Noirs, et aux États-Unis, regardez l'Union soviétique à la même période. Des choses même faites par rapport aux femmes. Par exemple, Sandrine Cotte, qui me parlait il n'y a pas très longtemps de la RDA, c'est tout à fait intéressant. Lisez les travaux importants de Sandrine Cotte sur la RDA, c'est assez fort. La promotion des femmes, ce à quoi elles avaient accès, etc. Il y a des choses intéressantes. Mais pour être clair, le communisme, aujourd'hui, tel qu'il est porté par le Parti communiste français, ça n'est pas, en aucune manière, une restauration de ces expériences qui ont échoué parce qu'elles ne prenaient pas au sérieux les enjeux de démocratie. Or, la démocratie, elle est au cœur du projet communiste contemporain. Et quand vous lisez Marx sans plaquer Staline sur Marx, vous avez largement de quoi faire. Et au-delà de Marx, parce que c'est pas une religion, quand vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, moi je crois qu'on a besoin effectivement de plus de démocratie et pas de concentration de pouvoir dans les mains de quelques-uns, et surtout quand c'est des grands groupes. Tout le problème, effectivement, c'est l'alternative. Sur le fond, effectivement, je crois qu'on sera... Enfin, en tout cas, on pourra se rejoindre. Sur l'action et l'incarnation, c'est un autre problème. Juste, Thierry Volton, rapide. Un petit mot, et je vais abonder dans le sens de Guillaume, mais être très content que vous allez voir. J'en suis sûr. Je pense que le communisme tel qu'on l'a connu au XXe siècle, c'est terminé. C'est-à-dire avec un parti communiste, un dirigeant, un comité central, etc. Cette espèce de descente d'ordre que Blum condamnait déjà au congrès de Tours, comme on l'a dit tout à l'heure, ça, c'est terminé. Il existe encore aujourd'hui des pays communistes, il y en a 6 au monde, la Chine, le Vietnam, Laos, la Corée du Nord, Cuba et l'Érythrée qu'on oublie toujours. Ce sont les 6 pays... Bon, le reste, bon. Donc, l'aventure communiste, si l'on peut dire, si elle continue aujourd'hui, elle ne se fera absolument pas sur le modèle du XXe siècle. Ça, j'en suis intimement convaincu. C'est mort pour de multiples raisons.
raison, parce que tout a changé, la production, enfin bon, ça peut plus se tenir en tout cas. Bon, donc de ce côté-là, on peut espérer effectivement que si jamais un nouveau communisme apparaît, ça reste à discuter, ça. Il faudra qu'il s'appelle autrement. Il faudra sans doute qu'il s'appelle. Je sais que le Parti communiste reste le brontosaure quelque part de tout ça dans l'histoire du communisme, puisqu'il est un des rares, en tout cas dans l'Europe occidentale, à s'appeler encore communiste. Le Parti italien, d'ailleurs, ils en parlent dans leur livre. Le Parti italien a changé de nom, et d'autres, ne parlons pas derrière le bloc socialiste, avec ce bloc socialiste où ils ont tous changé de nom, ils sont tous devenus socialistes d'ailleurs. D'accord. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite. Et on continue ce débat passionnant, très constructif, avec Thierry Volton et Guillaume Kouachi. Et vous, alimenté par vos questions. Donc continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et je rappelle qu'on fête l'anniversaire des 100 ans du Parti communiste français. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le débat continue à Sud Radio. On parle vrai, mais avec le sourire. Et c'est très agréable avec Thierry Volton et Guillaume Kouachi et André Berkov, évidemment. Et vous qui composez le 0826 300 300. Allez, on part dans les Alpes-Maritimes et on donne la parole à Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. On vous écoute Jacques. Oui, je vous appelle parce qu'il se trouve que, bon, moi je suis de famille communiste, oui. Comme tout le monde n'a pas eu la chance, etc. J'ai 72 ans et j'ai été membre du Parti communiste jusqu'en 83. Et je viens de sortir un roman qui s'intitule Le siècle de Joseph, où un militant de la génération précédente me parle, et j'ai couvert la période notamment de 1936 à 1981. D'accord. Alors comment dire, 2-3 observations pour vos invités. Je suis d'accord et pas d'accord avec les deux. Alors bon, c'est un peu compliqué. La première, c'est qu'on ne peut pas parler de l'attitude du Parti communiste en 1939 sans prendre en compte l'investissement important de ces militants dans les brigades internationales en 1936. Et l'expérience qu'ils en ont eue, y compris sur la duplicité de Staline durant cette guerre. La deuxième, c'est qu'en septembre, je ne sais pas si c'est M. Volkov ou votre interlocuteur qui en parlait. M. Volton, oui, allez-y. Volton et M. Guillaume Roubaud-Kouachi. Oui. Guillaume Roubaud, oui, c'est ça, excusez-moi. Donc, en 1939, au tout début de septembre, effectivement, le Parti communiste a voté les crédits supplémentaires, complémentaires pour la guerre. Ce n'est qu'après, et même Maurice Torres est parti aux armées. Ce n'est qu'après, quand les émissaires de Moscou sont arrivés, qui sont allés voir Duclos, qui à l'époque était en Belgique, que le Parti communiste a complètement, d'un point de vue officiel, retourner son opinion, puisque les émissaires de Moscou leur ont dit « Mais attendez, vous êtes fous, vous êtes en train de soutenir une guerre impérialiste, vous vous trompez complètement, etc. » Et donc là, on a vu effectivement Torres déserter, etc. Ceci dit, il y a beaucoup de militants, parce qu'il faut voir aussi l'état de délabrement de la France, y compris de toutes les structures politiques. On parle du Parti communiste, qui était un parti de jeunes d'ailleurs, mais on pourrait parler des autres partis, ce qui était bien pire. Il y a beaucoup de militants qui étaient un peu, soit dans l'expectative, soit dans l'étonnement ou dans l'indignation. Et parmi eux, il y a quand même eu des réactions qui montrent qu'une partie de gens dans le Parti communiste, très tôt, se sont engagés dans la résistance. Je parle de Guingouin, bien sûr, je parle de Charles Tillon, que j'ai connu moi personnellement, même si j'étais enfant. Je parle de Gabriel Péry, par exemple, qui ensuite a été arrêté dans des conditions pas claires du tout, je dois le souligner, et je voudrais d'ailleurs l'avis de l'historien communiste. Bref, ceci dit, après, juste une remarque par rapport à ce qu'il a dit. Oui, faites vite, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Allez-y. Dans les années 70, l'eurocommunisme était surtout porté quand même par les Italiens. Et je dirais que là, Georges Marchais, qui un temps a suivi les Italiens, est revenu à un grand classique, parce que Marchais, on le sait bien, était extrêmement lié à l'URSS, et je pourrais développer ça le cas échéant. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste vous faire réagir sur cette question, parce qu'elle est capitale pour pas revenir. On pourrait revenir à 39, etc., mais on en a, je crois, beaucoup parlé. Je voudrais vous faire entendre quelque chose, et c'est une question que je voulais poser à tous les deux. Vous faire entendre Georges Marchais, alors secrétaire général du Parti communiste en 1981. Écoutez. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. 2 millions de chômeurs. On est à 10 millions de chômeurs, 40 ans plus tard. Ça avance, le progrès avance. Juste un mot là-dessus. Aujourd'hui, le Parti communiste, effectivement, prend position.
je crois, enfin si mes informations sont bonnes, plutôt pour l'immigration, alors que le problème est devenu, et justement je vous demandais, est devenu quand même plus prenant. Alors il ne s'agit pas de généraliser, mais simplement, et juste un mot, il reprend d'ailleurs Karl Marx qui disait aux travailleurs polonais de ne pas venir en Angleterre parce qu'ils allaient casser les salaires des travailleurs anglais. Est-ce que pourquoi ce changement alors à 180 degrés de ce point de vue, à votre avis? D'abord, c'est compliqué parce que le pauvre Georges Marchais, c'est un peu injuste cette citation par rapport à tout ce qu'il a pu dire. Mais il y a la question de la politique migratoire. Est-ce qu'on est pour ou contre des politiques migratoires ouvertes? C'est une question. Et il y a une deuxième question qui est: quel sort on réserve aux immigrés? C'est deux questions différentes. Et sur cette question précise du sort réservé aux immigrés, j'en parle parce que c'est une question importante dans la France d'aujourd'hui où on a un Rassemblement national qui a un haut niveau. Le Parti communiste français n'a pas changé sur cette question-là. À l'époque de Marchais, aujourd'hui encore, il dit que nous sommes pour un statut démocratique des immigrés et pour une égalité la plus large possible, et notamment puisqu'il participe à la création de richesses dans ce pays en ce moment. Oui, mais jusqu'où où on met le cursus par rapport aux arrivées? Et nous sommes pour des politiques de co-développement. Pourquoi est-ce que les gens partent? Pourquoi est-ce qu'ils fuient les guerres? Pourquoi est-ce qu'ils créent la misère? Parce qu'il y a un système capitaliste qui met tout le monde en compétition et qui les enfonce. Nous sommes pour lutter sérieusement contre ça. Parce que c'est pas avec des barrières qu'on réussira à empêcher les gens de quitter un pays en guerre. C'est à la racine qu'il faut s'attaquer. Thierry Volton. Alors, je ne parlerai pas de problème des immigrés parce que je risque d'être d'accord avec Guillaume dans cette affaire-là. Parce que j'ai deuxième scoop. Mais non, parce que je suis absolument pas, je suis pas pour la barrière pour les immigrés. Enfin bon, j'ai une position très particulière politiquement, vous savez. C'est le mot de la fin, Thierry Volton. C'est à vous le mot de la fin. Non, je voudrais dire, pour resituer le discours de Marchais, je voudrais une réflexion générale sur le communisme pour qu'on comprenne ce propos. Je pense que le communisme n'a jamais vraiment existé en tant que tel, et ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. En vérité, moi, je parle beaucoup dans mon livre de national-communisme. Je m'explique. À partir d'un certain moment, dans les pays communistes qui ont existé, l'Union soviétique, etc., et la Chine en est encore un bon exemple, l'idéologie ne fonctionne plus parce que les gens voient la réalité des choses. Bon, donc, on rajoute, si vous voulez, pour faire avancer le peuple, on rajoute le nationalisme. La politique stalinienne en est un excellent exemple. Aujourd'hui, Xi Jinping est le premier nationaliste. Il y a une détestation gigantesque des Occidentaux et des Blancs, etc., etc. Donc, le discours de Marchais se comprend un peu dans cette volonté de national-communisme et d'adapter son discours à des tropismes très français, je veux dire très français, très mondiaux, je dois dire, parce que le nationalisme, alors là, je vais être un peu loin, le nationalisme est inflammable, excessivement inflammable, est excessivement dangereux. Très bien. Écoutez, on vous a écouté. Merci de votre participation et merci aux auditeurs. Et je voudrais juste rappeler les deux ouvrages, parce que ça peut faire de très beaux cadeaux de Noël et des très beaux débats au réveillon. Alors, Une histoire mondiale du communisme, Grasset, ça c'est pour Thierry Volton. Et Les 100 ans de Parti communiste français, ouvrage collectif au Cherche Midi pour Guillaume Robocouachi. Allez, merci beaucoup. À demain.